Festival du livre de Trou-de-Douce, le deuxième chapitre. Dans les pages précédentes, nous vous racontions la journée professionnelle à l'Institut français de Maurice. Ce deuxième volet consacré à ce qui s'est déroulé dans ce village des plus accueillants, entre des cartons remplis de livres, entre deux directs avec des auteurs d'ici et d'ailleurs, rythmés par une gentille brise qui annonce l'été, nous bavardons avec des écrivains, des échanges riches, des partages. Commençons par l'invité d'honneur de ce festival, Mohamed Mbougar Sarr, le prix Goncourt 2021. Alors déjà, moi je ne connaissais pas avant de venir ici, donc j'ai écouté sa lecture hier et par curiosité je suis arrivé et ça m'a donné envie d'aller plus loin dans son livre, dans son aventure. Mais je comprends aussi la chance qu'on a aujourd'hui de pouvoir avoir ce genre d'auteur ici avec nous. Donc c'est un plaisir, je ne rate pas l'opportunité de pouvoir échanger déjà avec lui et de pouvoir du coup lire son œuvre. Vous avez rencontré d'autres auteurs sinon? J'ai parlé à d'autres auteurs, on ne peut pas des noms, ouais, mais je trouve que ce genre de festival est vraiment c'est génial hein, pour les Mauriciens. Et malheureusement, on aimerait avoir plus de Mauriciens qui viennent un peu s'intéresser à la lecture, aux auteurs. Ben, voilà. Je pense que le but du festival, c'est de pouvoir intéresser un maximum. Donc, on découvre, même si on n'est pas dans la lecture forcément, ça donne envie de lire. On vous a vu très attentif à tous ceux qui vous sollicitaient pour une dédicace. Ça doit faire plaisir quand même de voir des gens qui mettent la queue et qui vous attendent. Oui, c'est très touchant, c'est très émouvant puisqu'on a la preuve concrète, vraiment physique, que les gens vous lisent ou ont envie de vous lire et que donc une rencontre s'est faite ou s'apprête à se faire et ça c'est toujours très beau autour d'un livre. C'est aussi le moment où on mesure que le livre finalement va au-delà de nous, ne nous appartient plus comme dit la formule consacrée. Maintenant c'est le livre des lecteurs et il vit parce que les gens le lisent. Ce n'est pas tellement le fait qu'il y ait des gens qui attendent, mais c'est simplement le moment du partage. Le moment où je sais que ce que nous échangerons comme mots sera toujours autour du roman qui a été lu ou qu'on va lire et qu'ils vont lire et ça me touche vraiment énormément et je suis extrêmement touché par l'accueil chaleureux, par l'envie que je vois ici à Maurice chez les lecteurs de toutes les générations, autant des jeunes que des personnes un peu plus âgées, un peu plus expérimentées et ça me touche beaucoup. Quand vous avez su que vous veniez à Maurice, c'est un nom que vous connaissez puisque votre éditeur a des racines mauriciennes. Que savez-vous d'autre du pays? Les auteurs, j'imagine que vous en aviez lu quelques-uns, des poésies, des textes. Bien sûr, avant Maurice, avant de venir à Maurice, je n'avais de cette île, de ce pays, qu'une connaissance littéraire. J'ai raconté lors du soir de l'inauguration du festival que ma première lecture d'un auteur mauricien était une lecture d'Édouard Monique
tout simplement parce que quand j'étais au collège et au lycée, je possédais une anthologie intitulée Anthologie de la poésie négro-africaine, où quelques lignes étaient consacrées à Édouard Monique, tout simplement. Par la suite, j'ai de nouveau rencontré Monique, mais par l'intermédiaire de Léopold Sédar Senghor, qui aimait beaucoup cette île et les poètes de cette île. Senghor a consacré une préface à un recueil d'Édouard Monique et ça m'a permis de relire Édouard Monique tout simplement, mais cette fois-ci in extenso, pas simplement un extrait d'anthologie. Et le recueil en question, il s'agissait de Ensoleillé vif. Et Senghor avait consacré une très belle préface intitulée Négritude métissée à ce poème, à ce recueil de poésie. Voilà. Et évidemment, j'ai lu les auteurs mauriciens contemporains, Ananda Devi, que j'admire infiniment et que je lis, dont j'ai lu beaucoup de livres, les plus marquants ayant été Ève de ses décombres ou encore Le Sarivar. Mais j'ai lu beaucoup de livres d'Ananda Devi. C'est vraiment une dame que je respecte énormément. Du reste, j'ai aussi lu évidemment Jean-Marie Gustave Leclésio, tout simplement parce que un de ses livres, lorsqu'il a gagné le prix, lorsqu'il a eu le prix Nobel, nous avait été donné à lire. Il s'agissait de, si je ne m'abuse, de Désert, que j'ai découvert comme ça. Et j'ai d'ailleurs eu une petite anecdote avec Jean-Marie Leclésio, puisque pour mon bac de français, je n'avais pas énormément préparé de choses, mais l'un des deux textes que j'avais lus, que j'avais beaucoup aimé et qui m'a beaucoup servi pour cette dissertation, c'était L'extase matérielle, non pas un roman mais un essai, et aussi Voyage à Rodrigue. Et je connais également Natacha Pana, Caroline Laurent, Shenaz Patel, Barlène Piamoto évidemment, et puis voilà, un certain nombre d'écrivains. Donc je connais un tout petit peu l'île, Mariam Cherfarid aussi, je connais l'île et ses écrivains, je connais l'île par ses écrivains, plus exactement. C'est quand même pas mal, le Maurice Voyage comme ça. Alors, à Maurice, à Port-Louis, il y a Camp Yolof. Je lisais dans les toutes premières pages de votre roman que vous avez passé, dans vos remerciements, en fait, vous avez passé du temps dans le musée de l'immigration à Dakar. Je voulais vous demander, parce qu'on a des liens communs, on a un ADN commun de par notre histoire de peuplement, quel souvenir vous gardez de ce passage dans ce musée? Un souvenir extrêmement ému, bien sûr, puisque je vois l'histoire non seulement de tout un continent, mais de toute la diaspora de ce continent. C'est-à-dire que je vois aussi bien l'histoire de Maurice que l'histoire des États-Unis représentée là, en tout cas de tous les endroits où les diasporas africaines ont essaimé par les biais que l'on sait. Donc l'impression finalement d'être non seulement dans un musée qui parlait de l'origine de l'humanité, mais qui parlait aussi du présent de l'humanité, et de l'humanité toute entière représentée, vivante, avec les différentes manifestations qu'elle a de par le monde. Donc voilà. Pour préparer notre brève mais intense rencontre, je vous ai écouté sur YouTube et l'une des choses qui a retenu mon attention, c'est le fait qu'on vous demandait pourquoi ce qu'on écrit et vous disiez que c'était pour poser de meilleures questions. Quand vous avez fini d'écrire et de soumettre votre manuscrit qui a été retravaillé à votre éditeur, quelles questions vouliez-vous poser? Est-ce que vous avez eu des réponses à ces questions que vous vouliez poser? Alors évidemment non, les réponses n'adviennent jamais. On arrive simplement peut-être à avoir une expression plus précise d'une question très ancienne, éternelle et qui me semble être au cœur même de la littérature, qui est qu'est-ce qu'être un homme, qu'est-ce qu'être un être humain. C'est une question philosophique, métaphysique, mais aussi très concrète, très quotidienne, très politique aussi. Et à chaque fois qu'on écrit un livre, je crois que c'est pour tenter de trouver une expression particulière, plus précise de cette question, une déclinaison d'une question générale, mais dans un contexte, une situation, un drame particulier. Et au fond, c'est ce qui m'est arrivé pour tous mes livres. Mais oui, c'est la question qui importe, puisque les réponses sont tellement nombreuses et vertigineuses qu'il faut simplement tenter, arriver à poser dans une forme nouvelle une question ancienne est déjà quelque chose d'inestimable. Et quand on
quand on a la chance de pouvoir tenter de le faire, non même pas le faire, mais juste tenter de le faire, on en sort toujours à la fois extrêmement heureux, mais aussi inquiet, parce qu'on se rend compte que cette question-là en appelle une autre immédiatement, qui sera peut-être l'objet d'un livre à venir. Voilà. Jamais. Vous partez dans quelques jours pour la Hongrie, ça va vous changer de trou de douce. Une idée a germé pendant ce festival, c'est parce que vous venez d'un village côtier, si je me trompe, et l'idée de jumeler comme ça trou de douce avec un village, peut-être le vôtre. Vous voulez faire quoi? Eh bien, l'idée a germé grâce à mon éditeur, Philippe Pré, qui, lui, il y a quelques mois, était chez moi, dans ce village de Warang, qui est un village sur la petite côte au Sénégal. Et il a eu l'idée que je trouve vraiment excellente, et nous allons y travailler vraiment sérieusement, de jumeler les deux villes, puisque ce sont deux villes qui sont proches par la situation géographique, par la proximité évidemment avec la mer, et même dans certains paysages, il y a une sorte de ressemblance. Et puis ça viendrait presque continuer ou sceller une amitié qui existe déjà entre Philippe Rey et moi. Et j'espère qu'elle existera entre les habitants de Warang et les habitants de Trou d'eau douce. Donc ce n'était pas du tout une seule simple boutade, mais oui, une vraie envie, puisque je suis tout vraiment ému d'être là dans le village de mon éditeur, de la même manière que lui l'était lorsqu'il était chez moi à Warang il y a quelques mois. Voilà. C'est super ça. Une dernière chose, je me posais la question, je ne sais pas s'il y a une petite réponse. Votre nom, est-ce qu'il y a une signification particulière? Oui. Alors, Mohamed, on sait, c'est le nom du prophète. Mon nom de famille, Sarr, est assez commun et appartient à une ethnie Serer. Celui qui a une signification très forte, c'est plutôt le nom Mbougar. C'est un prénom. Mbougar, chez les Serer, donc l'ethnie d'où je viens, signifie, pour le traduire assez littéralement, celui que l'on n'aime pas, le mal-aimé. Mais il y a évidemment une ruse dans le nom. Comme souvent dans ces noms à symboles, c'est que c'est un nom inversif et qui dit l'inverse de ce qu'il dit. Voilà. Et bon, on est content de le vérifier alors. C'est gentil, merci bien. Ah bah c'était super. Merci beaucoup. Merci. Merci bien. Vous êtes auteur, mauricien, vous étiez là l'année dernière pour le festival. Racontez-nous comment vous trouvez ce festival de cette année. Oh, formidable, c'est même mieux organisé que l'année dernière. L'année dernière, j'avais lancé mon livre à l'ombre du Grand Jacquier ici. Mais il y avait du monde et c'est bien, c'est comme si c'est une fête qui est rentrée dans les mœurs mauriciennes et ça c'est formidable parce que c'est le grand rendez-vous des artistes, pas juste des écrivains mais aussi des artistes et des lecteurs. Et des enfants aussi, parce que je vois plein d'ateliers pour les enfants. Donc c'est waouh, c'est disons la créativité qui est concentrée ici et je passe un très bon moment. Vous avez rencontré des personnes qui vous ont vraiment fasciné, avec qui vous avez eu des conversations intéressantes? Oh oui, beaucoup des auteurs. Je ne vais pas citer les noms pour ne pas froisser les autres, mais c'est une occasion extraordinaire pour un auteur de rencontrer d'autres auteurs et d'autres illustrateurs, des éditeurs, tout ça, c'est vraiment formidable. Il y a des choses que vous avez achetées, peut-être des livres? J'achète beaucoup des auteurs mauriciens et certains étrangers aussi. Et je découvre tous les jours une floraison de créativité parmi les Mauriciens et ça, c'est un grand plaisir de découvrir des talents locaux. Ah bah c'est merveilleux, hein. Je suis vraiment plein de gratitude pour ce très beau séjour ici à l'occasion du Festival du Livre de Trou d'eau douce. Je suis très heureux, tombé sous le charme évidemment de ce festival unique, hein, un festival dans le sable, au bord de l'eau, avec le bruit des vagues quand on discute de littérature. C'est vraiment très agréable, très beau, très spécial aussi. Et voilà, je suis comme je disais, plein de gratitude envers Barlène Piamutu, qui est un immense auteur, mais qui prend de son temps d'écriture, dans le fond, de temps d'écrivain, pour monter un festival comme ça, qui est une somme de travail énorme, que je n'ose même pas imaginer. Et vous êtes vous-même écrivain. Parlez-nous un peu du livre que vous avez apporté à l'île Maurice. Oui, je suis venu ici avec
plusieurs livres à vrai dire à présenter parce que d'une part mon dernier livre qui s'appelle Le temps de Tycho qui est paru chez Corti en France à Paris en 2021 et qui est un livre consacré à un astronome, Tycho Brahe, qui m'a inspiré des divagations disons autour du temps, de notre rapport au temps, et c'est très intéressant à vrai dire de venir ici aussi et d'en parler ici parce qu'on vit dans une autre temporalité, voire dans une forme d'atemporalité par moment ici, et c'est très, très précieux et c'est ce qui nous manque beaucoup je pense en Occident, en France, en Europe. Mais le fait est que j'ai écrit par ailleurs deux livres qui sont directement liés à Maurice et donc je suis très heureux de pouvoir en parler ici avec des Mauriciennes et des Mauriciens, qui sont le premier consacré à François Legat, Vie de Monsieur Legat, paru aux éditions du Sonneur en 2013, et qui est là l'histoire d'un voyageur qui était le premier habitant de l'île Rodrigue en fait, mais qui est aussi passé par Maurice. Et voilà, c'est grâce à lui que j'ai pu moi-même à mon tour poser le pied ici une première fois. Et puis j'ai écrit par la suite, grâce à ce premier séjour, un autre livre qui s'intitule Le Mort sur l'âne et qui est lui inspiré par la toponymie de l'île Maurice en fait. Comme vous le savez, il y a tous ces noms de lieux, de villes, de villages, de rues, de montagnes qui sont très souvent évocateurs et qui permettent une plongée dans l'histoire et dans la culture mauricienne qui m'ont beaucoup fasciné. Donc voilà, je leur ai consacré un ouvrage. Je vous vois avec des mains très remplies. Parlez-nous un peu des livres que vous avez achetés aujourd'hui. Alors, on a acheté 2 livres de BD de Peuve et Doigt. Et mes enfants ont fait un atelier de dessin avec Doigt. Et donc, ils ont pris les livres avec une petite dédicace, bien sûr. Et puis, bon, le parrain du festival, Mohamed Mbougarsa, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. J'ai ses livres, donc là, je les ai eus. Et on va hopefully pouvoir faire dédicacer les livres cet après-midi. Et donc, vous êtes amoureuse de la lecture, d'après ce que je comprends? Oui, la lecture a une place très importante dans ma famille, dans ma vie. Et c'est quelque chose que j'espère pouvoir aussi instiller aux enfants. Créer chez eux cet amour aussi de la lecture, parce que c'est un monde magique, un livre. Donc j'espère, oui, pouvoir leur insuffler cet amour-là aussi. Vous trouvez comment ce genre de festival, surtout sur une plage? C'est génial. C'est génial de changer d'endroit, d'aller un petit peu tout autour de l'île, d'aller à la rencontre des gens. Je trouve que c'est un concept magique, magnifique. Et je vois beaucoup d'enfants autour de moi aussi qui sont venus, qui viennent à la plage et qui en même temps découvrent des livres, des ateliers. C'est quelque chose de génial. Vraiment une superbe initiative. Et est-ce que vous pensez que ce genre de festival encourage les gens à lire plus? Je pense oui, parce que déjà pour les personnes qui n'ont pas toujours accès à des livres, la possibilité d'en voir, d'en tenir, d'écouter parler les auteurs de ces livres en fait, expliquer le comment, le pourquoi, comment le livre a été créé, je trouve que ça rend le livre beaucoup plus proche de nous. Et donc oui, ça donne peut-être de la curiosité pour prendre un livre et voir de quoi ça peut parler. C'est une expérience en elle-même. C'est très sympa d'être sur une plage, c'est original et c'est super, quoi. C'est vraiment une bonne expérience. Parlez-nous un peu du public. Qu'est-ce qu'ils recherchent durant ce festival? Alors déjà, le public était bien présent. Ils sont friands un peu de tout, de la littérature mauricienne. Après, on a reçu aussi beaucoup d'auteurs de France, de La Réunion. Donc, je pense que tout le monde est un peu curieux de pouvoir découvrir des auteurs de toutes parts. Est-ce que vous espérez que ce genre de festival pourra promouvoir un peu plus la lecture, surtout parmi nos jeunes? Ah bien sûr, je l'espère. C'est le but, je pense aussi. C'est aussi de faire découvrir de jeunes auteurs, je pense. Et on espère que ça perdure, que ce soit un rendez-vous aussi annuel pour faire découvrir la littérature au plus grand nombre. Merci de trouver le temps de nous accorder un petit entretien. On vous chope après une séance de dédicace. Alors c'est un peu le service après-vente de tout auteur. Vous le faites avec plaisir. Mais j'ai une question. Est-ce que c'est pas évident de se renouveler comme ça, de trouver des dédicaces un peu par rapport à tous ceux qui viennent? Comment vous faites?
Moi j'aime bien personnaliser ces petits mots parce qu'on a toujours le temps quand même d'échanger avec les gens qui viennent nous voir, de comprendre d'où ils viennent, quelle est leur histoire, un petit peu de sentir aussi ce qui les anime particulièrement. Et j'adapte toujours en fonction mes dédicaces pour qu'elles soient vraiment intimes et personnalisées. Ça me plaît. Et depuis quelques jours, vous rencontrez qui un peu là? C'est des gens très différents, très variés, beaucoup de Mauriciens, mais pas seulement. Des gens qui soit connaissaient déjà l'histoire des Chagossiens ou qui la découvrent complètement. Des jeunes, des vieux, des gens de tous les horizons. Et je trouve ça vraiment formidable. Et vous, les Chagos, on découvre ça quand, comment, par qui? C'est une histoire qui me vient de ma maman, puisque avec ma famille maternelle, elle a eu la chance de vivre sur Diego Garcia au début des années 60, avant qu'évidemment l'île se transforme en base militaire. Et elle a toujours raconté cette histoire avec beaucoup de passion, avec beaucoup de révolte et de colère. Et donc c'est finalement une histoire qui était un conte noir, un conte obscur, un conte triste avec lequel j'ai grandi. Et au fil du temps, la colère qui était celle de ma mère est devenue la mienne et j'ai eu envie de rendre hommage à ces gens qu'on a voulu effacer. Encore un peu, vous aurez été chagossienne. D'une certaine manière, mon cœur est un peu chagossien, mon âme est un peu chagossienne, puisque je trouve absolument révoltant ce qui s'est passé à la fin des années 60, début des années 70 pour eux. Et cette quête de justice qui est la leur, c'est la quête en fait de notre humanité tout entière. Donc c'est pour ça qu'il y a des résonances très fortes et que c'est un combat qui me tient à cœur. Avoir une source émotionnellement ancrée aux Chagos pour vous raconter ce qui a été vécu, c'est un gros avantage entre guillemets quand on raconte des histoires. En même temps, on cède de la documentation, de la presse ou d'autres rencontres. Comment vous avez construit l'histoire que vous avez racontée en images et en bulles? Alors la première étape, effectivement, a consisté à enquêter, à me documenter. Donc je me suis rapprochée d'Olivier Bancou et du groupe Réfugiés Chagos à Pointe-aux-Sables. J'ai épluché les archives, j'ai découvert une quantité de photos d'époque, des documents, des procès-verbaux, des témoignages. Et puis une fois que j'ai emmagasiné tout ça, il a fallu digérer cette information. J'allais dire presque l'oublier un peu pour pouvoir passer au roman. Parce que le roman, c'est de la fiction, il faut faire vivre, exister des personnages qui n'existent pas. Et j'ai pris à peu près 3 mois, ce qui est assez rapide, pour écrire vraiment le destin d'une femme chagossienne qui va rencontrer un Mauricien qui sera le secrétaire de l'administrateur colonial à Diego, et d'imaginer comment tous deux vont vivre une histoire d'amour, mais qui va être percutée par l'histoire et par la déportation à la fin des années 60. Ce livre met en lumière une histoire et aussi d'autres histoires qui ne sont pas racontées très souvent. Mais depuis quelques temps, l'histoire ressort. Il y a eu tous ces combats qui ont été remportés au niveau géopolitique mondial, on va dire. Et maintenant, c'est une histoire qui est connue de tous. Ce n'est pas de vagues îles lointaines où on ne fait pas référence à des îlois comme on disait à l'époque. Maintenant, ils ont une identité, ils ont une présence, ils sont en nous et nous tous on s'est battus et nous tous on a été contents de tout ce qui s'est passé. Vous avez l'impression quelque part de faire éclater des silences aussi en racontant cette histoire de cette manière, parce que sous cette forme-là, ça va peut-être toucher plus d'enfants par exemple? J'ai l'impression que de toute manière, le roman qui fait vivre par l'émotion l'histoire va toucher spontanément plus de personnes qu'un ouvrage universitaire par exemple. Donc il fallait incarner, donner vie et donner corps à ce qui ne serait qu'un événement historique s'il n'était pas ramené à un niveau humain. Moi j'ai voulu faire ça avec le roman. Après, il est évident, et Shehnaz Patel l'a dit avant tout le monde, que ce drame des Chagos est avant tout un drame du silence, puisque cette histoire a été étouffée, cette histoire n'était pas connue, cette histoire est restée dans les oubliettes, un petit peu finalement des rapports de force aussi entre l'Occident et les colonies. Donc il fallait absolument donner voix à ceux qui, à un moment donné, ne pouvaient pas prendre la parole, qui n'avaient pas voix au chapitre, c'est le cas de le dire. Et donc moi, ma petite mission en tant qu'écrivaine, c'était ça, c'était de leur donner un éclairage, une parole. Et à la base, qu'est-ce qui vous amène justement à écrire, à raconter, à donner vie à des personnages qui ont existé mais qui n'arrivent pas à parler, ou à des personnages de fiction? Comment c'est venu ce désir? Moi j'avais envie, je pense, d'écrire l'histoire des Chagos pour rendre hommage à ma mère aussi, qui m'a vraiment nourrie avec ses propres souvenirs. Et puis
l'écrivain, je crois, a une part de responsabilité collective. Quand on a la chance de pouvoir s'exprimer facilement, d'avoir peut-être cette plume fluide et la possibilité d'aller au bout, parce que c'est long, hein, écrire un roman, c'est beaucoup d'énergie. Quand on a cette possibilité et cette capacité-là, eh bien on se doit, je crois, d'en faire bénéficier indirectement les autres. Et donc pour moi, c'est un acte presque politique, on pourrait dire, en fait, que d'écrire ce livre. C'est de briser un silence et de permettre aussi au public de France, qui ne connaissait absolument pas cette histoire, de découvrir ce qui s'est passé dans l'océan Indien et de donner vie, encore une fois, à des personnes qui autrement sans doute seraient restées méconnues de tous. Ce qui m'amène à un autre chapitre, pour ainsi dire, de ce que vous faites, à part écrire et imaginer des histoires, c'est le temps que vous donnez à un autre monde du silence, on peut dire ça comme ça, le milieu carcéral. On en parle, on le voit à travers des émissions à télé, il y a des écrits, mais donner de son temps, ça, c'est pas donné à tout le monde. Ça peut être paradoxal ou pas, de se retrouver en cellule sans avoir commis de crime, à part celui d'écrire. Ouais. C'est des ateliers d'écriture en fait que j'ai menés en prison, donc en France, à la maison d'arrêt du Mans, avec exclusivement des détenus hommes. J'avais déjà fait des interventions en prison de femmes, mais les ateliers d'écriture c'était avec des hommes. Et en fait, ce qui est très très étonnant et en même temps bouleversant, c'est que bon, je ne savais pas pourquoi ils étaient effectivement incarcérés, mais que ces hommes face à nous, avec juste une feuille de papier et un stylo, redevenaient peut-être des enfants. Donc il y avait une possibilité pour eux de créer forcément un espace de liberté alors qu'ils sont enfermés par des hauts murs et des barreaux, mais surtout que ça crée quelque chose de bon en eux, que ça réveille quelque chose de positif en eux, et que donc d'une certaine manière ça prépare aussi leur sortie. Parce que de renouer avec ce qui est positif en soi, ça ouvre un chemin qui n'est plus celui de la criminalité, de la délinquance, peu importe, mais qui permet d'imaginer une vie autre, plus sereine, et l'écriture a ce pouvoir-là. L'écriture leur permettait de mieux se connaître et d'exprimer des émotions, parce que souvent ils passent à l'acte parce qu'ils n'ont pas les mots. Et nous, dans ces ateliers d'écriture, l'enjeu c'est de leur redonner les mots, le vocabulaire, et donc la possibilité de s'exprimer autrement que par la violence. Donc c'est une mission, pour moi, là aussi politique, hein, mais essentielle et très, très humaine. Et moi-même, je suis sortie bouleversée parce que dans ces lieux, on se dit aussi qu'il n'y a pas tellement de choses qui nous éloignent les uns des autres et que peut-être on aurait pu dans les mêmes circonstances être à leur place, qui sait. Donc moi je ne suis pas dans le jugement, j'étais vraiment là dans une démarche d'ouverture et pour essayer de penser à une société demain qui soit un peu moins violente et rude. Pour avoir tourné assez longtemps en prison, c'est vrai que ça laisse des traces. Est-ce que l'écrivaine a gardé des traces des personnages, des rencontres, des moments, des absences, des silences, ou des présences extérieures, même dans un endroit confiné? Est-ce que ça vous inspire quelque part? J'imagine qu'un jour, il y aura quelque chose qui va sortir de ça, un livre. C'est en cours, un livre est en cours parce qu'en fait, le but de ces ateliers, c'était de récolter les textes des détenus, ce qui en France n'est pas évident parce que normalement, il y a toute une procédure juridique très stricte. On ne peut pas faire sortir les textes comme ça des personnes incarcérées. Nous, on a une dérogation. Et ces textes-là vont se transformer en un livre qui sera un récit, qui racontera aussi ce que c'est que ces rencontres entre des gens du dehors et les gens du dedans, comme j'aime bien le dire. Et on parlera ensemble de ce que la littérature aussi peut nous donner. Parce que cet espace de liberté qu'offrent les livres, il vaut pour absolument tout le monde. Donc, un livre est en préparation, pas complètement fini, mais il devrait sortir, je pense, en 2023. Caroline, on s'est mis sur la plage comme ça là, parce que voilà, c'est le festival et on profite des moments de liberté, on va dire, des auteurs entre deux dédicaces. Vous le vivez comment ces quelques jours de festival? Vous rencontrez des lecteurs bien sûr, vous rencontrez peut-être des auteurs que vous vouliez rencontrer, vous échangez avec eux. Qu'est-ce que vous retenez de ce festival? Alors, déjà une immense reconnaissance envers Barlène Piamoutou, qui est l'organisateur de ce festival absolument merveilleux, posé dans un endroit qui a un écrin de beauté. C'est vrai que c'est magique d'être ici. Félicitations aussi pour la programmation. Effectivement, les écrivains invités sont des écrivains incroyables, de grands talents, de grande renommée. Et à titre très personnel, je suis particulièrement touchée de retrouver ici Ananda Devi,
parce que je lui ai dit, elle le sait d'ailleurs, je lui dois un peu mon chemin d'écriture parce que la première écrivaine contemporaine que j'ai lue dans ma vie, c'est Ananda Devi. Et c'était ce livre, Moi l'interdite, qui m'avait stupéfiée par sa langue et sa puissance. Et le fait qu'Ananda soit là et qu'on puisse échanger, pour moi, est plein de sens et c'est très symbolique. Et ça montre aussi ces espèces de filiations qu'on peut avoir entre écrivains, entre auteurs. Et c'est la générosité de ces transmissions et de ces partages que je retrouve là sous les tentes du Festival de Trou d'eau douce. Est-ce que vous teniez, ou vous tenez toujours un carnet secret? Alors moi, je n'ai pas un carnet, j'ai 1000 carnets. J'adore entamer des carnets et puis en prendre un nouveau. Je suis assez éparpillée, c'est pas très ordonné. Mais j'ai toujours effectivement un petit cahier avec moi et un stylo pour pouvoir prendre des notes. Ces carnets, ce sont plutôt des endroits où je vais poser des phrases, des idées. Pourquoi pas faire un petit croquis. Enfin, c'est vraiment des objets très libres. Je n'écris pas à proprement parler mes livres à travers ces carnets, mais ce que j'y mets nourrit mes livres. C'est dans ce sens. Donc le papier reste quand même, je crois, un support privilégié pour toute personne qui aime écrire. Très bien. Merci en tout cas pour votre temps et en espérant que peut-être la conversation vous aura inspiré. Mais merci infiniment et à bientôt. Il y a ma cousine qui lance son livre Papa Simone. Alors on voulait venir l'encourager et bien sûr encourager la lecture à ma fille aussi qui a 7 ans. Vous trouvez comment ce genre de festival, surtout pour les jeunes? C'est très bien parce qu'il faut encourager la lecture bien sûr et aussi pour qu'on connaisse plus les artistes, les écrivains et que malheureusement des fois on ne les connaît pas assez et ce sont des gens vraiment sympas et créatifs, il faut encourager tout ça. Et finalement, vous pensez quoi de ce festival aujourd'hui? Comment se passe un peu votre journée? Ouais, le cadre est formidable et peut-être c'est un peu loin pour les gens de la ville. Mais il faut encourager, c'est très joli. Je suis venue avec ma famille. Et tu es venue avec ta famille pour faire quoi? Pour découvrir les livres un petit peu? Oui. On est venu à cause de maman, on lit beaucoup de livres. Et toi, tu lis des livres? Pas souvent, pas trop souvent. Alors, si je te donne un livre à lire, tu aurais aimé lire quel genre de livre? J'aurais aimé lire comme si un livre d'action et de suspension. Tu as pu trouver ce genre de livre ici? Oui, beaucoup de livres comme ça. Il y a beaucoup. Dis-nous, tu as quel âge? Tu vas à quelle école? J'ai 13 ans, je bois à Saint-Ambrose. Et est-ce que tu trouves que ce genre de festival, ça aide les gens à lire un petit peu plus? Oui. Et peut-être que toi aussi tu vas lire? Oui, peut-être, je vais lire plus. Tu es venu avec qui aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis venue avec mes parents, mon frère et des amis. Et tu as un festival de livres, est-ce que tu aimes lire? Oui, j'aime lire. Disons, dans une semaine, tu peux lire combien de livres? En une semaine, déjà un nouveau livre, je le lis en un jour, donc je peux lire une vingtaine de livres en une semaine. À peu près combien de livres est-ce que tu as dans ta librairie? 300, au moins. Ouais. J'en lis une vingtaine par jour, enfin j'en lis beaucoup. Et sur les 300, en un mois, je lis les 300. Et après, je recommence, je les lis, je les relis, jusqu'à ce que j'en lis de nouveau. Et tu aimes lire quel genre de livre le plus? Alors franchement, j'aime tous les livres. J'aime les mangas, j'aime les romans, j'aime les BD, et voilà, c'est tout. Et là, tu es sur la plage, dans un festival où on est en train de vendre des livres, il y a des auteurs, etc. Est-ce que tu as rencontré quelqu'un de spécial? Alors non, après j'ai essayé de chercher Joël Dicker, bon, je n'ai pas trouvé. Parce que c'est l'un des personnes, j'aime aussi les livres qui parlent de suspense et tout. Mais là, non, je n'ai pas trouvé d'auteur de livres que je lis. Bon, c'est pas grave, mais voilà. Et dis-nous, tu trouves comment ce genre de festival qui est en train de mettre en valeur les livres? Alors, je trouve que c'est très très bien. Parce qu'il y a des gens qui sont là et qui se disent oui, je lis ce livre, je l'adore. Et un jour, j'aimerais bien rencontrer cet auteur.
Et ce genre de festival, s'il y a les auteurs, cette personne a la chance de trouver l'auteur du livre qu'il lit, le rencontrer et faire dédicacer un des livres. Comme ça, il se dit, bon ben voilà, j'ai un livre dédicacé par l'auteur que j'aime et tout. Donc moi, je trouve que c'est bien aussi, et découvrir de nouveaux livres d'autres auteurs en plus. Merci de nous recevoir dans le cadre du festival. Il fait beau aujourd'hui, j'imagine que c'est la promesse d'une belle journée, d'un bon week-end. Oui, il a fait très beau hier, pendant tout le long du festival et aujourd'hui aussi. Et donc on est heureux de voir que le festival est bien rempli, que tout marche bien et il y a beaucoup d'invités, de visitants et donc les livres se vendent bien. Et donc oui, ça annonce une belle journée. Vous êtes à Maurice dans le cadre du lancement de votre premier ouvrage, Face au tableau noir, et du coup ça vous permet de rencontrer plein de monde, de faire un lancement, de rencontrer les médias, d'éventuels lecteurs. C'est une façon pour vous de vous reconnecter avec votre île, parce que vous ne la voyez pas souvent, vous êtes au Brésil. Oui, bon, j'essaie quand même de me reconnecter en y venant chaque année. Donc j'essaie de venir à Maurice au moins une fois par an. Je mets de côté les années pandémie, les 2 années où j'ai pas pu venir. Donc j'essaie quand même de me reconnecter. Mais après c'est vrai qu'en tant qu'auteur, je ne suis pas connu à Maurice. Et c'est vrai qu'il y a quand même eu une couverture assez intéressante de par la presse et j'en suis reconnaissant d'ailleurs. Donc il y a des papiers qui sont sortis dans plusieurs journaux. Je crois qu'il y en a d'autres qui sortiront la semaine prochaine. Et donc oui, ça permet de me connecter à la société mauricienne en tant qu'auteur, on va dire. Et peut-être qu'il y a eu aussi un intérêt en voyant un Mauricien au Brésil. Je pense que c'est surtout ça qui a attiré. Si j'étais en France ou en Angleterre, je ne sais pas s'il y aurait eu ce même engouement, mais le fait d'être au Brésil, je pense que ça a quand même attiré beaucoup les lecteurs, les gens que j'ai rencontrés hier au festival. Donc la première chose qu'on me demandait, c'est alors ça se passe comment au Brésil? Vous êtes au Brésil depuis quand? Comment ça se fait qu'un Mauricien se retrouve au Brésil? Donc c'est intéressant cette curiosité. Alors vous avez été à l'école à Curpip au Saint-Joseph, et c'est ce qui vous a un peu inspiré votre livre, on va y venir. Mais puisque vous parlez de Brésil, comment vous vous êtes retrouvé au Brésil justement? Il y a ce côté, l'amour vous emmène là-bas, et du coup c'est toute une autre porte qui s'ouvre parce que vous devenez chercheur à Brasilia. Et comment ça se construit ça? Alors j'étais d'abord consultant des Nations Unies en arrivant au Brésil et ensuite j'ai passé un concours à l'université où je suis en ce moment pour être professeur et chercheur. Alors il faut dire que c'est pas forcément gagné au départ. Que ce soit au niveau administratif, parce qu'à l'époque où je suis arrivé, les lois étaient un peu différentes, ça a changé en 2017, et même au niveau professionnel, parce qu'il fallait faire ses preuves. Et l'avantage qu'il y a au Brésil, c'est que les gens sont prêts à donner une chance à l'étranger. Et après, il faut faire ses preuves une fois qu'on a la chance, une fois qu'on a le bras tendu. Et donc, je pense que j'ai eu cette chance des gens qui ont accepté de me faire confiance. Et donc, ils ne l'ont pas regretté, heureusement, par la suite. Et il y a aussi surtout le facteur de la langue. Et j'ai dû apprendre le portugais. Avant de partir au Brésil, je l'ai appris un peu lorsque je vivais en France. J'ai approfondi mes connaissances de la langue portugaise au Brésil, dans une école particulière qui ne m'a pas appris grand-chose, mais surtout en lisant les grands classiques, où je me suis beaucoup inspiré. Et le portugais que je parle aujourd'hui est surtout inspiré des livres. Et donc, avec tout ça, tout ce bagage, je pense qu'on arrive quand même à s'établir au Brésil et à trouver sa place. Le Brésil est un pays très accueillant, les gens sont très accueillants et l'étranger n'est pas forcément mal vu.
bon, après, c'est vrai que ça dépend des étrangers. Ça commence à changer un peu avec les Vénézuéliens, les Haïtiens. Mais en tout cas, à l'époque où je suis arrivé, il y avait quand même un accueil, mais vraiment les bras grands ouverts. Je ne sais pas si vous voyez le symbole du Christ à Rio. C'est un peu ça. Et même récemment, j'ai travaillé à un projet de politique publique pour le ministère de la Justice au Brésil qui veut adopter une politique pour attirer les étrangers hautement qualifiés. Et donc, ils m'ont demandé de faire une étude comparée d'autres États, des lois d'autres États sur les mesures adoptées afin d'attirer les étrangers hautement qualifiés. Et donc, il y a cette volonté quand même du Brésil d'attirer les étrangers. Et le Brésil est fait d'étrangers. Il y a une population indigène, bien entendu, et après tout le reste est étrangère. Donc les Africains qui sont venus comme esclaves, les Portugais, les Allemands, les Italiens, les Chinois, les Libanais, les Syriens et j'en passe, les Japonais. Donc le Brésil est fait d'étrangers et tout le monde a conscience de ça et tout le monde a conscience qu'il vient de quelque part d'autre, que ses ancêtres viennent de quelque part d'autre. Vous avez trouvé le temps d'écrire, de vous raconter. C'est venu comment ce désir? Quel a été le déclic pour que vous écriviez face au tableau noir? Alors j'ai toujours écrit. Je n'ai pas toujours publié, mais j'ai toujours écrit, mais depuis que je suis enfant. Donc c'est un exercice qui me plaît. J'arrive pas trop à expliquer pourquoi j'écris, c'est quelque chose qui me dépasse, c'est un peu métaphysique. Ça me sort en fait, c'est quelque chose, c'est quasiment organique, ça me sort. Et j'ai toujours aimé écrire. Et donc j'ai deux types d'écriture. J'écris beaucoup en droit. Donc j'écris beaucoup de livres sur le droit international notamment. Et j'ai aussi une écriture littéraire. Et donc ce livre, Face au tableau noir, il m'est venu d'une double idée. Le titre initial n'était pas Face au tableau noir, ça traitait d'un autre sujet qui n'était pas forcément un tableau noir, c'était sur l'oisiveté à Maurice. Et donc j'avais toujours cette perspective d'enfant, d'adolescent, comme dans ce livre, pour essayer de raconter comment était vécue l'oisiveté à l'époque. Pour dire autrement, comment elle n'était pas vécue. Parce que dès qu'on était oisif, on était un peu frappé, pas frappé, mais pointé du doigt, on était un peu grondé pour ne pas utiliser le temps de manière productive, que ce soit à l'école, même à la maison. Et donc, je parlais beaucoup de ça. Et ce sont mes éditrices qui m'ont conseillé de focaliser, de délimiter le livre sur l'école parce que c'est un sujet de société à Maurice qui fait débat, qui est beaucoup plus important et qui parlerait plus au lecteur que l'oisiveté, qui est un titre un peu plus abstrait. Et donc, ce que j'ai essayé de faire dans le livre, c'est de retracer une période, les années 90, un peu 2000, fin 80, 90, 2000. De ma période scolaire, et scolaire j'entends par là école et collège, pour essayer de dresser un tableau d'un état des lieux, comment c'était. Et alors pourquoi est-ce que je l'ai fait? On ne demande pas souvent l'avis des enfants, de ce qu'ils pensent de leur expérience à l'école. On part du principe que c'est bien, que tout se passe bien, ou que ce sont les parents ou les enseignants ou le système institutionnel qui a raison de toute façon. Et on demande rarement l'avis aux enfants. Et donc, à l'époque, je pense que si on me demandait mon avis, peut-être que je n'aurais pas su la formuler. Ce que je savais, c'est qu'il y avait beaucoup de choses que je trouvais désagréables. Et donc, je pense qu'aller à l'école doit être un processus agréable. Pour moi, personnellement, ça ne l'était pas. Je suis sûr que pour d'autres, ça l'était. Je parle vraiment en mon nom, là. Et donc, j'essayais, avec le recul, d'imaginer comment raconter un enfant aujourd'hui, donc sa période scolaire dans les années 90, c'est ce que j'ai essayé de faire. Et donc le livre contient tout ce côté qui pour moi était désagréable. Mais j'essaye quand même de nuancer en montrant les belles rencontres que j'ai pu faire dans le cadre de mon parcours scolaire. Et je ne parle pas forcément que des amis, mais aussi des enseignants qui ont été une lueur d'espoir dans un système qui, pour moi, était quand même suffocant. Et encore une fois, si je peux rajouter quelque chose, c'est que c'est vrai que le livre a eu comme un retentissement médiatique axé sur l'éducation et tout. Je ne considère pas le livre comme étant vraiment un livre de militant. C'est pas un livre, c'est pas une thèse de sociologie, c'est pas un livre sur l'éducation qui dit que les choses doivent changer. J'ai vraiment essayé de donner une photographie de comment c'était à l'époque et que ça.
Après, si à partir de là, on veut discuter d'autres choses, moi je suis ouvert. Mais le livre, il est beaucoup plus modeste que ça. Il n'a pas cette ambition de vouloir changer, réformer le système. Et donc, c'est important de bien recadrer peut-être le contenu du livre. C'est de la littérature avant tout. C'est un texte littéraire. Est-ce que cet exercice, du coup, vous a mieux construit comme professeur, vous ? Avant même l'écriture de ce livre, moi j'ai découvert la vocation de professeur à l'université en voyant mes professeurs, en discutant, et pas tous encore une fois, hein, c'est toujours quelques-uns. Et donc ça m'a redonné cette envie de transmettre. Et je dis redonner parce que j'ai été un temps enseignant avant d'aller étudier en France. À mon époque, mon collège appelait certains des étudiants qui avaient déjà fait la HSC pour remplacer un enseignant. Et moi, donc, j'étais remplaçant pendant une dizaine de mois environ avant d'aller faire mes études en France. Et donc, alors j'essaye vraiment de ne pas répéter ce qu'on m'a appris lorsque l'expérience a été négative pour moi. Donc j'essaie vraiment de ne pas dire à mes étudiants ce qu'ils doivent penser. Je leur offre un cadre méthodologique pour qu'ils puissent eux-mêmes construire leur pensée. Et pour moi, ça c'est important. Moi, à l'école, on me disait ce que je devais penser. Et lorsqu'on essayait de formuler une pensée, c'est pas que c'était pas bien vu ou mal vu, c'était juste que ce n'était pas utile pour passer une épreuve. On avait les examens, on savait très bien comment faire pour les passer. Et dans la plupart du temps, la réflexion n'était pas une composante de la réussite. Il fallait en général répéter, surtout lorsqu'on avait des questions de QCM, de MCQ questions. Donc il fallait souvent apprendre par cœur. Et parfois, on pouvait apprendre par cœur les past papers, comme on dit. Donc si on avait fait une bonne vingtaine, on pouvait même remplir les yeux fermés le jour d'un examen, je veux dire. Et donc j'essaye de transmettre ça à mes étudiants. Et ça, même au Brésil, ils ont un peu peur parfois de ça, parce qu'à l'université au Brésil, ils ont quand même un système assez mécanisé en droit. Ils veulent tous passer le barreau. Et donc, au lieu d'être de bons juristes, ils se préparent pour passer le barreau, sans savoir comment ils seront après comme avocats. Donc, ils n'ont pas l'habitude d'avoir des exercices de plaidoirie, de réflexion sur le droit, de résolution de cas complexes. Et donc, j'essaie de leur apporter ça en cours, de leur donner la parole. Et moi, je pratique une méthode d'enseignement un peu socratique. Donc mon cours est très problématisé et les étudiants ont l'obligation de parler, de se manifester, de dire ce qu'ils pensent. Et voilà, en général, en début de semestre, ils sont tous très timides, très inhibés, mais après, lorsqu'ils voient qu'il n'y a rien de grave, même s'ils font des erreurs, ils commencent à prendre la parole, à avoir plus de liberté. Et aussi, je pense qu'il est important de faire des erreurs lorsqu'on apprend et d'être corrigé et pas forcément frappé. Et moi, par exemple, je récompense mes étudiants qui font des erreurs lorsqu'ils ont fait l'effort de réfléchir par eux-mêmes. Et je préfère un étudiant qui fait des erreurs, et moi je suis là pour corriger, c'est mon rôle, et je préfère un étudiant qui a ce profil plutôt que quelqu'un qui sait exactement ce que j'ai dit dans le cours du 23 octobre 2019. Ça ne m'intéresse pas sa mémoire. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment il utilise ce que j'aurais dit éventuellement ce jour-là. Je pense que vous auriez aimé suivre des cours des classes de philosophie au secondaire. Oui, oui, ça m'a manqué, mais à d'autres compagnons de route aussi. Oui, on essayait de faire autrement en lisant à gauche à droite ce qu'on trouvait dans les bibliothèques, mais je pense que ça permet à structurer la pensée, à connaître des grands auteurs et à savoir comment faire pour structurer une pensée, pour argumenter. Et malheureusement, ce n'était pas le cas. Je ne sais pas si ça a changé aujourd'hui, si les cours de philosophie existent. Dans certaines écoles, pas dans toutes les écoles, malheureusement. Et je trouve que c'est dommage. Et je pense que c'est surtout lié au fait qu'on voit peut-être la philosophie comme étant une matière un peu morte, un peu plate, qui n'a pas d'utilité pour gagner sa vie après. Donc on ne peut pas utiliser la philosophie, on pense qu'on ne peut pas utiliser la philosophie pour être ingénieur ou avocat ou les métiers qu'on valorise beaucoup à Maurice, alors que la philosophie a une utilité très importante uniquement pour savoir cadrer la pensée, pour encadrer la pensée, argumenter et avoir une connaissance, une culture générale, un peu plus d'humilité aussi en respectant l'autre et savoir que lorsqu'on fait de la philosophie, on commence par cette humilité qui implique qu'on s'accorde que l'autre peut avoir raison.
et on part du principe que l'autre peut avoir raison, et donc on lui donne du crédit au départ, et ça permet de créer un champ fertile pour le débat. Et je pense que ça c'est même utile en matière politique après, de respecter un adversaire politique ou idéologique. On peut ne pas être d'accord, mais on peut discuter. Là, il y a un sujet qui est beaucoup discuté. Vous êtes au Brésil et il y a une forme d'injustice qui est commise avec ce qui se passe en Amazonie. Et ce n'est pas seulement pour l'écologie, c'est aussi pour tous ces peuples qui en dépendent. Et s'il y a une autre injustice qui vous a un peu fatigué, on va dire, c'est ce qui s'est passé avec la cause des Chagossiens et que vous utilisez dans vos cours. En quoi ça peut être utile à des étudiants que vous croisez, que vous formez, et qu'est-ce qui vous fascine dans le cas de ces Chagossiens? Alors, ça me fascine tristement, parce que c'est une affaire triste, les Chagos. Et donc moi j'ai découvert le sentiment d'injustice en découvrant l'affaire Chagos. Et je parle d'injustice au sens un peu plus global de personnes ayant souffert dans leur peau, dans leur âme, sans ayant reçu une oreille attentive à l'époque. Et donc c'est peut-être la force motrice qui m'a poussé à étudier le droit après. Et donc j'ai écrit un peu sur les Chagos, mais des articles techniques ou des chapitres de livres techniques sur le sujet. Par technique, j'entends juridique. Et donc j'utilise beaucoup l'affaire Chagos dans mes cours pour faire connaître aussi les Chagos, mais parce qu'en droit international c'est une affaire qui est encore une fois tristement intéressante. Ça touche vraiment à de nombreux sujets de droit international, donc les sujets les plus classiques comme la souveraineté, les droits humains, vu la déportation des Chagossiens, leur droit de retour qui est en permanence violé. Le droit de l'environnement avec le parc marin, l'aire marine protégée, n'est-ce pas? Et donc il y a tout un pan de droit international qui se retrouve dans une même et seule affaire. Et donc je commence souvent mes cours de droit international en utilisant l'affaire Chagos, en parlant de l'affaire Chagos, pour que les étudiants voient que le droit international, ce n'est pas de l'abstrait, et c'est une affaire qui me permet aussi de connecter le droit à la politique, à la géopolitique, à la géostratégie. Et ça permet aux étudiants de s'ouvrir et de voir que le droit international ne vit pas cliniquement isolé de la politique, donc tout est connecté. Et après, bien sûr, lorsqu'on est juriste, il faut être un bon juriste et ne pas mélanger le droit avec la politique, mais il faut savoir que concrètement ça existe. Ça pourrait être un chapitre dans un manuel d'histoire ou de géographie pour les secondaires, comme ça ils ne seront pas face à un tableau noir, ils auraient de quoi réfléchir parce que ça fait partie de notre ADN, les Chagos. Effectivement, je ne sais pas si ça s'est fait depuis, mais à mon époque, non, dans nos cours d'histoire, donc qui partaient donc des arrivées des Hollandais jusqu'à l'indépendance, on ne parlait pas des Chagos. Donc moi je n'ai connu aucun manuel scolaire qui traitait de l'affaire des Chagos. Je l'ai appris en cours un jour, peut-être par accident même, parce qu'un prof en a parlé. Et après je suis allé chercher par moi-même, j'en ai un peu demandé, j'en ai un peu parlé à mes parents. Et donc c'est en recollant un peu des pièces qui étaient un peu mosaïquement dispersées que j'ai pu comprendre ce qui se passait, et j'ai étudié un peu plus les détails techniques après lorsque j'étais étudiant en droit. Mais oui, c'est vraiment dommage que cette affaire ne soit pas portée à l'école, vu que c'est une histoire qui nous concerne tous, quelque part. Vous avez échangé avec des secondaires dans des écoles françaises. Ça aurait été intéressant pour vous de retourner au Saint-Joseph et de partager un peu vos souvenirs avec eux. Je sais que là on est en période d'examen, c'est un peu compliqué à organiser, mais est-ce que ça vous aurait tenté ça? Oui, j'étais en contact avec je suis en contact avec la rectrice et on voulait organiser une rencontre. Et le problème c'est que nous sommes en période d'examen, mais je vais peut-être passer la semaine prochaine, mais plus pour dire bonjour et pour retrouver un peu le collège. L'ambiance. On est à Trou de Douce dans ce festival. Vous ramènerez quoi de cette folle semaine pour vous de lancement, de rencontres, de dîners peut-être mondains, de retrouvailles, de découvertes, de balades? Qu'est-ce que ça vous aura
montrer un peu de l'écriture de la région? De dîner mondain, j'en fais pas trop en général. Mais ce que j'apporterai, c'est en général ce que je rapporte de quasiment tous mes voyages. Bon, le côté matériel, les livres. Donc je pense que je vais ramener pas mal de livres d'ici, d'auteurs que je ne connais pas, de Madagascar que je ne connaissais pas, la dame qui était à la radio tout à l'heure, et d'autres auteurs que je connais et que je voudrais relire, certains ont écrit des livres qui ont été publiés cette année, et donc j'aimerais bien les découvrir. Et après, sinon, c'est tout ce décor, tout ce cadre que je vais ramener de manière non matérielle, immatérielle, qui sera peut-être l'objet de textes plus tard. Donc j'essaie toujours de faire des photos mentales de tout ce que je vois et de les placer après dans les textes que j'écris d'une manière ou d'une autre. On lira ça avec impatience. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Il est près de 5 heures, le festival s'achève et je vois un grand sourire sur votre visage. Ah oui, parce qu'il ne s'achève pas tout de suite, parce qu'il y a un grand concert à 5 heures avec des musiciens de Trou-de-Douce. Voilà pourquoi je suis si heureux. D'abord parce que le festival s'est très très bien passé, cette journée, ce week-end magnifique, et on termine par des musiciens de Trou-de-Douce. C'est une joie immense que d'avoir des artistes de Trou-de-Douce sur scène. Et j'espère que dans 5-10 ans, il y aura un grand écrivain de Trou-de-Douce, un jeune. Il y a un an, lorsque le premier festival s'achevait, c'était un pari et vous avez déjà en tête ce à quoi allait ressembler le deuxième, mais ça a été aussi un travail pour que ce soit concrètement là. C'est bien parti, j'imagine déjà qu'il y aura une troisième édition, c'est encore tôt peut-être d'en parler, mais Trou-de-Douce définitivement est sur la carte du livre. Tout à fait, sur la carte littéraire. L'année dernière, il y avait les écrivains, surtout mauriciens, parce que les frontières ouvraient le même jour que le Festival du Livre. Cette année, c'est la France à l'honneur. Donc à chaque fois, il y aura un pays qui sera à l'honneur. L'année prochaine, c'est l'Inde et la littérature indienne qui seront à l'honneur. C'est un grand pays littéraire, comme la France. Et puis on passera à d'autres pays, le Sénégal, l'Afrique du Sud, je ne sais pas, les États-Unis, la Chine. Donc il faut explorer toutes ces cultures et établir des liens entre Trou-de-Douce, entre l'île Maurice, ses écrivains, ses illustrateurs, ses éditeurs et les éditeurs et auteurs et artistes du monde entier. C'est très important. Juste une dernière chose. La plus belle rencontre qui n'était pas prévue, le plus beau moment, qu'est-ce que vous retiendrez de ces 4 jours de festival? Des grands écrivains, Ananda Devi, Sylvain Prudhomme, Anne-Sophie Stefanini, Nicolas Cavaillès et bien entendu Mohamed Mboukarsar. Et je crois que les gens ont beaucoup apprécié Mohamed Mboukarsar et son éditeur Philippe Rey, parce que Mohamed est quelqu'un de très très simple, ouvert à tout le monde. Voilà, il n'est pas dans sa cage dorée et ça c'est adorable. On a pu le vérifier. Merci beaucoup Barlène. Merci à toi Rilvik. Fin de ce deuxième et dernier chapitre consacré au deuxième festival du livre de Trou-de-Douce. Les invités ont répondu aux questions posées par Mérina Noir et Rilvik Nirbonne. Au cadre, Vika Chiroy, Charves Diout et Radish Bekanou. Au montage, Ravin Torol, Yvan Lagaillarde et Joëlla Pompeya, le tout assisté par Cliff Mamarotte. C'était une production de l'MBC. Merci de l'avoir suivi.